Eh bien, salut à tous, c'est le Doc. Aujourd'hui, on va parler de l'envie et des 7 péchés capitaux. C'est parti, générique. Dans la vidéo sur les 10 commandements, je vous ai parlé d'un nouveau format qui allait venir sur la chaîne. Il s'agit des 7 péchés capitaux. Dans ces vidéos, je vais parler d'un péché, lui donner une définition, voir comment il se matérialise dans la vie de tous les jours, mais surtout dans la littérature, la peinture, la sculpture, ou bien même le cinéma. Et je vais à la fin de cette vidéo vous donner des conseils de développement personnel afin de lutter contre les 7 péchés capitaux. Pour le premier épisode, j'ai décidé de parler de l'envie parce que c'est un péché qui est aujourd'hui omniprésent dans nos sociétés modernes. Mais avant d'aborder la question de l'envie, il convient de parler des balbutiements des 7 péchés capitaux. On retrouve une trace de ces derniers dans la philosophie stoïcienne avec des écrits comme Mes pensées pour moi-même de Marc Aurèle, où l'empereur nous invite à lutter contre les passions qui pourraient être excessives, comme la colère, le ressentiment, ou bien même la tristesse et la mélancolie. Mais il faudra attendre le 4e siècle après Jésus-Christ pour voir une première liste de ces fameux péchés. C'est Évagre le Pontique, un moine ascétique, qui va s'en charger. Il est né en 349 et mort en 399 après Jésus-Christ, et les moines ascétiques, ils vivaient dans le désert égyptien parce qu'ils voulaient sortir de la société des hommes, parce qu'ils partaient du principe que les péchés émanaient de cette société. Ils voulaient se rapprocher d'un état de perfection, se rapprocher de Dieu, et pour ça, il fallait s'affranchir de ses passions. Sauf qu'on ne pouvait pas se libérer de ces dernières si on n'avait pas, au préalable, dressé une liste. On ne peut pas lutter contre quelque chose si on n'a pas mis le doigt dessus. Et c'est ce qu'a fait Évagre le Pontique, qui a dressé 8 passions différentes et qui l'a divisé en 2 catégories. Je vous les lis, je les ai sous les yeux. Alors tout d'abord, on a les désirs de possession avec la gastrimargia, qui est la gourmandise. Ensuite, on a la porneia, la luxure, la philarguria, l'avarice, et la kénodoxia, qui est la gloire vaine. Ça, ce sont les 4 désirs de possession. Ensuite, on retrouve les désirs de l'être, souvent liés à la frustration, avec l'orgueil, la colère, l'oupé, la tristesse, l'akédia, qui est le désespoir, la mélancolie, et enfin l'hyperéphania, l'orgueil. Pour Évagre le Pontique, le pire, c'est la tristesse et la mélancolie, parce que de la tristesse émanent tous les autres péchés que j'ai listés au préalable. Au XIIIe siècle après Jésus-Christ, saint Thomas d'Aquin va faire une nouvelle liste où il va enlever pourtant la tristesse et la mélancolie. Il ne va y avoir plus que 7 péchés et on retrouve ces derniers dans Somme théologique. C'est la liste que l'on connaît aujourd'hui avec l'envie, la colère, la gourmandise, l'avarice, la luxure, l'orgueil et la paresse. Le péché, ça vient du mot peccatum qui désigne la faute, l'erreur. Et le souci, c'est que les 7 péchés capitaux, ça a irrigué toute notre culture. Ça fait partie de l'inconscient collectif européen. Jordan Peterson explique que les 7 péchés capitaux, c'est ce qui nous pousse dans nos retranchements, c'est ce qui nous teste. Et Peggy disait que c'était très compliqué de lutter contre les 7 péchés capitaux parce que ça faisait partie de ces combats où au fond de nous on souhaitait perdre. Parce que les péchés capitaux, ce sont ceux qui matérialisent le plus que nous sommes des hommes. C'est les passions les plus basses, c'est les plus bas instincts. Et forcément que dans notre vie, nous allons être confrontés à un moment à un de ces péchés. Mais nous, on va pas faire comme les moines ascétiques, partir dans le désert, faire les autruches et ne pas assumer. On va affronter la bête et dans cette vidéo, on va parler du premier des péchés, l'envie. L'envie, c'est un petit peu compliqué de donner une définition propre parce qu'il y a d'autres termes qui peuvent se rapprocher. Néanmoins, on va récupérer la définition de saint Thomas d'Aquin que je vais vous lire. Pour lui, il s'agit d'émotions éprouvées par celui qui désire intensément posséder le bien d'autrui. Alors, il faut bien comprendre qu'il y a une différence entre l'envie et la jalousie. Ce n'est pas la même chose. L'envie, c'est quand vous avez cette volonté, ce désir intense de posséder un bien qui appartient à l'autre et que vous n'avez pas.
c'est-à-dire vous voulez un bien que autrui a et pas vous. Alors que la jalousie, c'est lorsque vous possédez un bien, lorsque vous avez quelque chose, c'est la peur que vous puissiez perdre cette chose à cause de la convoitise des autres. C'est l'exemple d'un enfant qui ne veut pas prêter ses jouets, ou bien lorsque vous êtes en couple, c'est la peur de perdre l'être cher qui pourrait partir avec quelqu'un d'autre. Ça, c'est la différence de sémantique entre l'envie et la jalousie. Néanmoins, ce sont deux notions qui sont extrêmement proches. Parfois, l'envie et la jalousie ne peuvent faire qu'un, parce qu'il y a des situations qui peuvent faire que les deux notions se mélangent. Toutefois, dans cette vidéo, je vais parler aussi de la jalousie et je vais vous donner des conseils pour lutter contre ça parce que ça fait partie de l'une des plaies de notre époque. Donc on ne va pas du tout mettre de côté la jalousie, c'est très important d'en parler. De ce fait, l'envie, c'est cette volonté, ce désir immense de posséder un bien que nous n'avons pas et qui appartient à autrui. Il faut savoir que ça peut être un bien matériel, une voiture, des vêtements, une montre, de l'argent, ou bien quelque chose d'immatériel, par exemple des qualités positives, l'intelligence, la beauté, la bonté, etc., etc. Mais le dénominateur commun, c'est que ça implique toujours la naissance en nous, chez l'envieux, de sentiments assez bas. Par exemple, la colère, la haine, la frustration, le ressentiment. Ça, c'est systématiquement ce qui émane chez l'envieux. Et il y a aussi un autre caractère qu'il faut prendre en compte, c'est que l'envieux part du principe que c'est à cause de l'autre. Il y a une sorte d'injustice inhérente. On va prendre un exemple concret. Pierre et Paul passent un concours pour entrer dans une prestigieuse école. Pierre réussit le concours, il a beaucoup travaillé pour ça. Paul n'a strictement rien fait et il n'a pas eu le concours. Et donc Paul va avoir l'envie de posséder ce qu'a Pierre, c'est-à-dire le fameux sésame, ce concours qui lui permet de rentrer dans la prestigieuse école. Le souci, c'est que peut émaner plusieurs envies. Tout d'abord, Paul peut avoir envie d'avoir la détermination de Pierre, le travail qu'il a accompli pour avoir le concours, et aussi l'objet même de cette réussite, c'est-à-dire le concours en lui-même, le fait qu'il a réussi à l'obtenir. Donc forcément, il peut y avoir plusieurs envies et la grande problématique, c'est que l'envie, c'est le point de départ de tout un tas de sentiments, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui peuvent conduire à des actes terribles. Dans la Bible, il y a un épisode qui témoigne parfaitement de ce qu'est être envieux, c'est Caïn et Abel. Caïn et Abel, ce sont deux frères. Caïn, c'est le plus fort, c'est celui qui fait les différents travaux dans les champs, tandis que Abel c'est le plus faible et c'est celui qui garde les troupeaux. Et ils font des sacrifices à Dieu et un jour c'est le sacrifice de Abel qui est pris en compte par le Tout-Puissant. Caïn est dévasté, il a de la colère, de la frustration, il est envieux et il décide de tuer son frère Abel, qui est pourtant le plus faible, c'est-à-dire qu'il n'a pas supporté le fait qu'il ait les louanges de Dieu de par le biais de son sacrifice. C'est l'envieux de base. Dans la Divine Comédie de Dante, il y a les cercles de l'enfer. Lorsque Dante visite les enfers, il y a 9 cercles successifs. Plus on va loin, plus c'est grave. Et le 9e cercle, c'est celui de la trahison. Et on sait que l'envie, c'est le point de départ de ce qui peut mener à la trahison. C'est-à-dire que c'est jamais une notion qui est seule. Ça se conjugue toujours avec d'autres sentiments. La colère, la frustration, etc. Et dans le 9e cercle de l'enfer de Dante, c'est là qu'il y a le diable, c'est là qu'il y a les traîtres. Et il y a notamment Brutus qui vit un châtiment perpétuel pour avoir trahi César, parce qu'il avait envie du pouvoir politique. Mais s'il y a bien un personnage de fiction qui mérite sa place au sein du 9e cercle des enfers, c'est Frank Underwood. Frank Underwood, il émane de la série House of Cards qui a été produite par Netflix il y a maintenant quelques années. C'était à l'époque où Netflix faisait encore du contenu de très grande qualité. Frank Underwood, c'est un député démocrate américain qui a beaucoup de pouvoir. Il a œuvré dans l'ombre pour que le président actuel puisse gagner les élections et ce dernier lui avait promis qu'il serait vice-président. Toutefois, le président n'a pas honoré sa promesse, ce qui fait que Frank Underwood a été écarté du pouvoir
qui lui a été promis. Ça crée en lui une profonde frustration, voire même une haine. Il veut récupérer ce qui lui est dû, selon lui, et il va se lancer avec sa femme Claire dans cette quête, dans cette croisade pour le pouvoir, avec un plan machiavélique qui implique la trahison, le meurtre, le mensonge. Frank Underwood part de son envie du pouvoir et il va commettre des atrocités pour arriver à ses fins et devenir à la fin de la saison 1 le vice-président des États-Unis. Mais il y a deux problèmes avec Frank Underwood. Tout d'abord, comme je vous ai dit, c'est qu'il va mettre en place un plan machiavélique qui va entraîner des dommages terribles. Il va tuer notamment 2 personnes, il va trahir, mentir, salir des réputations pour arriver à ses fins. Comme je vous ai dit depuis le début de cette vidéo, on a l'envie, et ce qui est particulièrement dangereux avec l'envie, c'est que c'est le point de départ d'autres événements qui vont être des cascades, un effet domino qui va provoquer des événements dramatiques. Mais en plus de ça, ce qui est choquant chez Frank Underwood, c'est que l'objet de convoitise, c'est le pouvoir. Or, une fois qu'il devient vice-président des États-Unis, il a envie de devenir le président. Et à partir de la saison 2, lorsqu'il devient le président, eh bien, il va avoir cette volonté de maintenir son pouvoir, et pour ça, il va user des pires stratagèmes, c'est-à-dire qu'on a l'impression que Frank Underwood, eh bien, a une jouissance non pas dans le fait de posséder le pouvoir, mais dans le fait de le maintenir, d'être dans cette course perpétuelle et de devoir trahir, mentir, tuer pour maintenir ce pouvoir. Ce n'est plus l'objet de convoitise qui compte, c'est plutôt cet état de ressentiment, de haine et de colère qui entraîne des événements dramatiques et cette jouissance dont on peut en tirer. Bertrand Russell partait du principe que l'envie était à la base de tous les malheurs de la vie, que c'était le point de départ. Mais il faut s'intéresser à la philosophie de René Girard et notamment du fameux désir mimétique. Pour René Girard, l'envie est partout. C'est-à-dire que dans nos sociétés humaines, nous sommes tous envieux. Nous avons tous des modèles. On est envieux par rapport à ces modèles. Ça peut être nos parents, ça peut être nos amis, ça peut être des célébrités qu'on connaît absolument pas. Et ces gens-là, ça devient nos modèles. C'est-à-dire qu'on va singer leur comportement par ce désir mimétique pour arriver à nos fins. Le problème pour René Girard, c'est que vu qu'on singe d'autres personnes, eh bien on finit par perdre nos vrais désirs. On finit par porter un masque social qui ne nous correspond pas vraiment. Et on n'a plus d'objectif clair. C'est-à-dire qu'on perd notre individualité par cette volonté de désir mimétique, d'envieux. Donc pour René Girard, l'envie, c'est à la base de nos sociétés humaines. Et d'ailleurs, notre époque est la quintessence de tout ça avec l'avènement des réseaux sociaux. Le réseau social fonctionne parce que chacun va montrer bien les meilleurs côtés de sa vie, les meilleurs moments, les plus beaux épisodes. Il va montrer ce qu'il y a de meilleur et ça va provoquer chez l'autre qui n'a pas tout ça de la frustration, du ressentiment, de la colère parce que lui veut avoir cette même vie et il ne l'a pas parce qu'on part avec des inégalités dès notre naissance. Donc le réseau social est la quintessence de cette volonté de montrer aux autres ce qu'on possède et ça va forcément créer des générations d'envieux. Et en plus de la problématique des réseaux sociaux, on a celle de la surconsommation puisque les publicitaires veulent nous vendre des produits dont on n'a absolument pas besoin. On nous vend des besoins, on nous fait croire qu'on va être heureux parce qu'on va posséder telle ou telle chose, sauf que ça va naître en nous eh bien, du ressentiment, de la colère parce qu'on va pas réussir à posséder des biens matériels parce qu'ils sont trop chers, etc. alors que de base on n'en avait pas spécialement besoin. Et vu qu'on est dans cette spirale du désir mimétique de René Girard, ça va forcément entraîner de la casse. Donc le 21e siècle, c'est la quintessence de l'envie et c'est pour ça que j'ai décidé de parler de l'envie dans cette vidéo comme premier péché. Tout d'abord, comme je vous avais dit dans la vidéo sur les 10 commandements, il faut partir d'un postulat qui est difficile à accepter mais qui est malheureusement trop vrai. Nous ne sommes pas égaux. La nature a donné les plus belles grâces à certains, d'un point de vue physique, économique, intellectuel. Nous naissons tous avec des bonus ou des malus, ça dépend. Ça dépend de là où on est, ça dépend eh bien, de la réussite socio-économique de nos parents, etc., etc. Ça, c'est une certitude. Mais on ne peut pas chouiner et demander à l'État de nous apporter des solutions à ces problèmes, parce que nous sommes des individus libres et autonomes. Et l'État n'a pas les capacités de régler toutes les inégalités, parce que même si c'était le cas,
eh bien certaines personnes naîtraient de toute façon plus belles. Donc qu'est-ce qu'on fait à partir d'un moment? On ne va pas modifier la tête de tout le monde pour que il y ait cette égalité parfaite. De ce fait, oui, il y a une inégalité qui est inhérente à la condition humaine, mais par contre, nous sommes libres, nous sommes autonomes et nous pouvons changer les choses autour de nous. Si on reprend l'exemple de tout à l'heure entre Pierre et Paul, Pierre qui a eu le concours, c'est parce que ce dernier a travaillé, parce qu'il a fait des sacrifices suffisamment importants par rapport à l'enjeu, ce qui fait qu'il avait envie de ce concours et qu'il a mis sur la table eh bien, un sacrifice qui était assez important pour pouvoir avoir ce qu'il méritait. Tandis que Paul a strictement rien fait. Là où ça peut être intéressant, c'est qu'au lieu d'être envieux, Paul, il peut utiliser cette énergie qui émane de la frustration pour être ambitieux. Parce que l'ambition n'est pas un gros mot, contrairement à ce qu'on veut faire croire. L'ambition, c'est très bien. Or, par contre, quand on est ambitieux, déjà, on va être admiratif de ceux qui ont réussi, parce qu'on part du principe que eux, ils ont eu les bonnes clés et ils ont eu un sacrifice assez important qui a permis en fait d'avoir ce qu'il voulait à la fin. Donc Paul devrait être content pour Pierre et surtout il devrait lui demander des conseils, c'est-à-dire au lieu d'être dans ce ressentiment et de lui dire qu'il ne mérite pas son concours, c'est plutôt d'avoir son savoir pour qu'il puisse faire comme lui et peut-être accéder au sésame par le biais du travail et du sacrifice. On ne peut pas vouloir des choses et ne pas vouloir travailler. C'est comme si moi, demain, je voulais être champion de karaté, que je mangeais au McDo tous les jours et que je restais sur mon canapé à regarder des séries woke, je ne deviendrai pas champion de karaté. C'est logique. Je ne peux pas vouloir quelque chose qui implique du sacrifice, une méthode et surtout un investissement si je ne suis pas capable de le faire. On est libre et autonome, ça sert à rien de dire que c'est la faute des autres, de l'État. C'est avant tout votre faute à vous. Oui, on part avec des inégalités, mais rien ne vous empêche aujourd'hui d'arriver par votre détermination, votre force et votre intelligence à réussir vos objectifs parce que vous vous donnez les moyens de vos ambitions. Et c'est pas en pleurant pour que l'État vous donne un os que vous allez réussir. C'est faux. Vous pouvez dire que c'est pas bien, le jeu est truqué, les dés sont pipés. C'est peut-être le cas, mais c'est comme ça. Donc, au lieu de vouloir essayer de changer le monde, commencez par vous changer vous-même. Vous pouvez pas être légitime à demander à changer le monde et les institutions si vous-même, vous n'êtes pas capable d'avoir un mode de vie sain, ordonné et être à la hauteur de vos ambitions. On en vient à un autre souci, vivez à votre échelle. Si moi, demain, je commence à rager sur Brad Pitt parce qu'il est beau et riche et que c'est une star internationale, et que je veux devenir comme lui, je vais partir de loin parce que j'ai pas son capital physique ni son capital financier et j'ai pas son âge. Donc ça sert à rien de se comparer avec des gens qui sont incomparables. Et d'ailleurs, je vous rassure, même ces célébrités-là portent leur croix et tout n'est pas enviable dans leur vie. Donc, comparez-vous à des échelles qui sont logiques par rapport à vos qualités et vos faiblesses. Il faut aussi faire ce travail d'analyser vos forces et vos faiblesses pour pouvoir ensuite savoir là où vous serez le meilleur. Il y a un exemple qui est magnifique qu'a donné Peterson dans son deuxième ouvrage, 12 règles par-delà l'ordre, où il a rencontré un jour un serveur qui lui a expliqué que pendant des années, il avait du ressentiment parce qu'il était juste un simple serveur et qu'en réalité, quand il a compris que, eh bien, il n'avait pas d'autres moyens d'un point de vue intellectuel et financier de faire autre chose, il s'est donné à fond dans son métier. Il est devenu responsable de son restaurant et pour lui, ça a bien tourné. Donc, c'est-à-dire qu'il faut parfois accepter le fait qu'il y a un plafond de verre, qu'on ne pourra pas aller au-delà et qu'il faut œuvrer à notre échelle. Si on se compare à des gens qui ont des vies extraordinaires, forcément, il va naître en nous un ressentiment parce qu'on n'a pas ces vies-là et qu'on les aura probablement jamais. Et il faut les accepter, c'est pas grave, c'est comme ça. Et d'ailleurs, soi-disant, ils ont des vies extraordinaires, mais c'est pour ça que la plupart finissent alcooliques ou drogués. Donc, vie extraordinaire, peut-être que les définitions sont à revoir. Cessez de regarder les autres vivre. Commencez par vous analyser vous-même. Connaissez-vous vous-même avant de connaître par cœur les autres. Au lieu d'être dans ce désir mimétique inutile qui est une course sans fin contre quelque chose d'illusoire, commencez par connaître ce qui vous anime, ce que vous voulez, ce dont vous avez vraiment envie. Si vous êtes en couple et que vous êtes jaloux du fait que votre copine puisse partir ailleurs, c'est ce qui va arriver. Pourquoi? Parce que vous allez être fébrile de par votre jalousie, ça va se voir. Ainsi, parce que vous êtes fébrile, vous allez perdre votre valeur sur le marché sentimental, votre copine va le voir, elle va comprendre que vous n'avez pas confiance en vous et c'est une boucle perpétuelle, ce qui fait que s'il y aura de la casse à la fin.
Par contre, si vous êtes avec une copine qui s'amuse de ça, qui joue avec vos sentiments, à vous rendre jaloux et qui vous fait ce qu'on appelle des tests de merde, c'est qu'elle vous mérite pas et bazardez-la. Ça sert à rien de rester plus longtemps. Mais si vous montrez votre fébrilité en étant jaloux des autres, vous montrez juste que vous n'avez pas confiance en vous. Soyez ambitieux au lieu d'être envieux. Conseillez-vous auprès des gens qui ont réussi et qui ont réussi à avoir certaines choses que vous voulez, au lieu d'être dans ce ressentiment, etc. Demandez-leur des conseils et surtout, connaissez-vous vous-même et arrêtez d'être dans ce désir mimétique. Débranchez-vous des réseaux sociaux ou comparez-vous avec des gens qui sont des symboles de personnes qui se sont faites toutes seules et qui n'ont pas eu besoin d'aide extérieure, c'est-à-dire qui étaient libres et autonomes. Et c'est là que c'est le plus intéressant. Donc ne soyez pas dans cette comparaison malsaine, ne soyez pas dans cette envie perpétuelle de ce que veut l'autre, parce qu'en plus on ne connaît pas vraiment la vie de l'autre. Si on reprend le cas de Frank Underwood, ce dernier était suffisamment intelligent, il le montre très bien avec la mise en place de son plan machiavélique, pour essayer d'accéder au pouvoir, ce qu'il avait envie, sans forcément commettre tous les péchés qu'il a commis tout le long. Après, bien sûr, c'est une série dramatique qui joue avec ces ressorts-là, et si c'était le cas, ça serait pas intéressant, parce que ce qu'on veut voir en tant que spectateur, c'est les anti-héros, c'est leur part d'ombre, ce que nous-mêmes on est capable au fond de nous, mais en réalité, la solution était face à lui. Il était suffisamment intelligent et ambitieux pour accéder au pouvoir, sans faire ce qu'il a fait, sans casser des œufs en cours de route. Mais c'est vrai que ce que montre Frank Underwood, c'est qu'il y a toujours une notion de sacrifice. Qu'est-ce qu'on est prêt à donner pour réussir ce dont on a envie vraiment? Si on veut de grandes choses, mais qu'on ne veut rien donner, on n'aura rien. Si on veut de grandes choses et qu'on donne beaucoup, on peut avoir beaucoup. Bien sûr, il y a un facteur chance, il y a un facteur risque, mais dans tous les cas dans la vie, lorsque vous vous donnez à fond pour quelque chose, lorsque vous mettez un investissement initial, vous allez toujours avoir un retour sur investissement, parce que lorsque l'on agit autour de nous, à notre échelle je le rappelle, il y aura toujours des conséquences très positives sur notre vie. Voilà les barons, on en a fini avec l'envie, très prochainement un nouveau péché, mais on va également parler d'analyse d'ouvrage, analyse d'actu, etc. Comme d'habitude de toute façon, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était le doc, ciao les barons.